26 mars 1949, Moscou, 23h47. Un silence pesant règne dans les couloirs du Kremlin, rompu seulement par le pas cadencé d'un officier de liaison. Sur un bureau massif en chêne, un document unique vient d'être déposé. Il porte le sceau pourpre du Conseil des ministres de l'URSS. 3 lignes dactylographiées, froides et définitives, autorisent la construction d'une installation au nom délibérément cryptique. L'usine de construction mécanique Trans-Euro numéro 1252/443. Aucune coordonnée géographique, aucune explication technique, aucune mention de ville. Une seule indication de localisation. 15 km au nord-ouest de Tomsk, au cœur de la wilderness sibérienne. Le destin de milliers d'hommes vient de basculer sur une signature. En quelques semaines, la forêt boréale, la taïga, voit déferler une marée humaine. Des milliers de travailleurs, dont une immense majorité de prisonniers du goulag et de bataillons de construction militaire, s'enfoncent dans la végétation dense, vers les rives gelées de la rivière Tom. Ils n'ont pas de pelleteuses hydrauliques, ils n'ont pas de bulldozers. Ils transportent des outils à main, pioches, pelle, masse. L'air qu'ils respirent se transforme instantanément en givre. La température chute à -40°C. Sous leurs bottes, le sol n'est pas de la terre, c'est du pergélisol, une roche de glace et de sédiments, dure comme de l'acier chromé. Il n'y a pas de route pavée pour acheminer les vivres, pas de machine lourde pour le travail critique, et surtout, aucun précédent historique pour ce qu'ils s'apprêtent à tenter. Bâtir de toutes pièces, dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, un complexe de réacteurs nucléaires. Non pas un seul, mais 5. Pour comprendre l'absurdité et l'héroïsme brutal de ce chantier, il faut plonger dans la cocotte minute géopolitique de 1949. Le 29 août de cette année-là, l'Union soviétique fait exploser sa première bombe atomique au polygone de Semipalatinsk, au Kazakhstan. Les Américains baptisent l'essai Joe 1. À Washington, les analystes de la CIA, qui prédisaient que Moscou aurait besoin de 10 ans pour rattraper son retard, sont pétrifiés. La guerre froide vient de changer de dimension. Pour Joseph Staline, ce succès n'est qu'un point de départ. Il sait que les États-Unis possèdent déjà des centaines de têtes nucléaires et que leur capacité de production industrielle est écrasante. La réponse de Staline est aussi simple qu'impitoyable. Construisez plus vite. Lavrenti Beria, le redoutable chef de la police secrète et directeur du programme nucléaire, identifie immédiatement une faille stratégique. Le complexe de Mayak, dans l'Oural, Combinat 817, est alors l'unique site de production de plutonium. Une seule frappe de bombardier américain pourrait anéantir tout le potentiel de riposte soviétique. La solution ? La dispersion géographique. Il faut un second complexe plus profond en Sibérie, hors de portée des raids aériens occidentaux, là où l'immensité du territoire sert de bouclier naturel. Le site près de Tomsk est choisi pour 3 paramètres techniques précis. Premièrement, la rivière Tom offre un débit d'eau colossal et constant pour refroidir le cœur des futurs réacteurs. Deuxièmement, la taïga environnante garantit une dissimulation totale contre la reconnaissance aérienne. Troisièmement, la proximité relative de la ville de Tomsk permet d'exploiter un nœud ferroviaire existant pour la logistique lourde. L'installation reçoit le nom de Combinat 816. Pour le monde extérieur, c'est la boîte aux lettres numéro 5. Officiellement, elle n'existe pas. Mais avant que le premier gramme d'uranium ne soit raffiné, les ingénieurs doivent vaincre un ennemi plus immédiat que les espions américains, la géologie sibérienne. Le premier défi semble insurmontable. Pour abriter le réacteur I-1, le premier de la série, il faut creuser une fondation si profonde qu'elle équivaut à enterrer un immeuble de 30 étages sous la surface. La structure en béton exige l'excavation de plus de 3000 mètres cubes de terre. À -40°C, le comportement des matériaux change radicalement. La peau exposée gèle en moins de 10 minutes. L'acier des outils devient cassant et vole en éclats sous l'impact. Les moteurs diesel des rares camions refusent de démarrer, l'huile devenant visqueuse comme du goudron.
Le sol se dilate et se contracte avec une force telle qu'il peut broyer des coffrages en bois en une nuit. L'organisation de construction Imstroy, une unité d'ingénierie d'élite, est jetée dans la bataille. Leur main-d'œuvre est un mélange explosif de techniciens civils et de prisonniers politiques. Ils doivent inventer une science du génie civil en milieu polaire alors qu'ils n'ont même pas de manuel. Le moindre retard est interprété par les commissaires de Beria comme un sabotage potentiel. La pression est absolue. Chaque coup de pioche dans le pergélisol est un acte de survie, car dans l'URSS de Staline, l'échec technique ne conduit pas à un licenciement, mais à une disparition définitive dans les dossiers du NKVD. C'est dans ce chaos de glace et de peur que va naître l'une des prouesses d'ingénierie les plus secrètes et les plus complexes du XXe siècle. Alors que les ouvriers s'échinaient dans la boue gelée de Sibérie, à des milliers de kilomètres de là, dans le silence feutré des laboratoires moscovites, un homme dessinait le cœur d'un monstre technologique. Nikolai Antonovitch Dolejal, un ingénieur d'origine tchèque à la précision métronomique, était le cerveau derrière ce qui allait devenir le cœur battant de Tomsk 7. Spécialiste des systèmes thermiques et des machines industrielles lourdes, Dolejal n'était pas un physicien théoricien, mais un pragmatique du métal et de la pression. Sous la direction de Nikita Khrouchtchev et la surveillance constante de Beria, il avait pour mission de transformer la théorie atomique en une usine à plutonium de masse. Ce qu'il s'apprêtait à concevoir allait définir l'ingénierie nucléaire soviétique pour le demi-siècle à venir. Le concept de Dolejal reposait sur une architecture à la fois élégante et terrifiante par son échelle. Imaginez un bloc massif de graphite, ce matériau noir et gras que l'on trouve dans les mines de crayon, mais raffiné ici à un degré de pureté quasi absolue. Ce bloc n'est pas un petit cube de laboratoire. Il a les dimensions d'un immeuble d'habitation de taille moyenne. À l'intérieur de cette structure monumentale, les ingénieurs ont dû percer exactement 2700 canaux verticaux. Chaque canal, d'une précision chirurgicale, était chemisé d'aluminium haute performance. C'est ici, dans ces boyaux de métal, que se jouait l'alchimie du XXe siècle. Dans chaque canal, on empilait des cartouches cylindriques d'uranium, appelées slugs, scellées dans une gaine d'aluminium. Lorsque le réacteur fonctionnait à sa puissance nominale de 1600 MW thermique, chaque cartouche générait individuellement environ 10 kW de chaleur. Multipliez cela par les milliers de cartouches présentes simultanément dans le cœur, et vous obtenez une densité d'énergie capable de vaporiser instantanément n'importe quel métal si le système de refroidissement faiblissait ne serait-ce qu'une seconde. Le défi n'était plus seulement nucléaire, il était hydraulique et thermique. La chaleur devait être évacuée en continu par un flux d'eau incessant, puisé directement dans la rivière Tom. Les chiffres de cette gestion thermique donnent le vertige. Un seul canal de combustible exigeait le passage de 7 mètres cubes d'eau de refroidissement par heure. Avec plus de 2000 canaux actifs, le réacteur consommait de l'eau à une échelle qu'aucune industrie civile de l'époque ne pouvait concevoir. Pour répondre à ce besoin, les ingénieurs ne se sont pas contentés de poser des tuyaux. Ils ont conçu et creusé un canal d'alimentation dédié, reliant la rivière Tom directement au système thermique du complexe. Ce canal devait fonctionner sans faille, même au plus profond de l'hiver sibérien, lorsque la rivière gèle en surface et que le volume d'eau disponible chute drastiquement. L'ingénierie hydraulique de Tomsk 7 devait anticiper des variations de température extrêmes, oscillant sur une amplitude de près de 80 degrés Celsius entre le gel de janvier et la chaleur de l'été sibérien. Les structures d'admission d'eau furent installées bien en dessous de la ligne de gel, équipées de systèmes de chauffage pour empêcher les tuyaux d'admission de se transformer en colonnes de glace. La redondance des pompes était absolue. Si le flux s'arrêtait, le graphite commencerait à accumuler une énergie thermique telle que la structure entière pourrait se déformer, rendant le déchargement du plutonium impossible, ou pire, provoquant une fusion catastrophique des composants internes. C'est ici qu'apparaît un terme de jargon technique local, aussi sombre qu'imagé, attraper une chèvre, lovit kozla.
Ce terme désignait l'accident redouté par tous les opérateurs de la salle de commande. Lorsqu'un canal de refroidissement se bouchait ou que le flux d'eau devenait insuffisant, l'uranium en surchauffe et sa gaine d'aluminium commençaient à fondre ensemble, fusionnant en une masse compacte d'une dureté proche de celle du diamant. Une fois la chèvre attrapée, le canal était condamné. Il fallait alors utiliser des foreuses spéciales à haute pression pour tenter d'extraire ce bouchon radioactif, une opération extrêmement périlleuse et souvent infructueuse. Sur les 2700 canaux du réacteur EI2, près de 200 ont été définitivement perdus au fil des décennies à cause de ce phénomène. Mais la décision d'ingénierie la plus lourde de conséquences, celle qui allait lier le destin de la technologie à celui des civils, fut prise au début des années 1960 lors de la conception de la série de réacteurs AD. Ces machines n'étaient pas seulement destinées à fabriquer du plutonium pour les ogives nucléaires. Elles furent conçues comme des systèmes à double usage. On décida de capturer l'immense énergie thermique générée par la production d'armes pour alimenter deux réseaux cruciaux, une centrale électrique fournissant 600 MW au réseau régional et, plus critique encore, un système de chauffage urbain. Le concept était d'une efficacité redoutable sur le papier. Au lieu de gaspiller la chaleur dans la rivière, on l'utilisait pour chauffer l'eau qui circulait dans les radiateurs de la ville de Seversk, située juste à côté. Plus de 100 000 personnes, leurs écoles, leurs hôpitaux et leurs appartements dépendaient désormais directement du fonctionnement des réacteurs à plutonium pour ne pas mourir de froid durant les 6 mois d'hiver. Même la ville de Tomsk, à 15 km de là, finit par être raccordée à ce cordon ombilical thermique. Les ingénieurs venaient de créer une symbiose parfaite, mais aussi un piège technologique sans précédent. En liant la survie d'une population civile à la production d'armes atomiques, les concepteurs avaient garanti que les réacteurs ne pourraient jamais être arrêtés brusquement, quelle que soit l'évolution de la politique internationale ou de la sécurité nucléaire. Cette dépendance allait devenir le cauchemar des diplomates et des ingénieurs de sécurité 30 ans plus tard, lors de la chute de l'Union soviétique. Mais en 1965, alors que les 5 réacteurs tournaient à plein régime, personne ne pensait à la fin. On célébrait le triomphe de la science socialiste, capable de dompter l'atome pour chauffer la Sibérie. Pendant ce temps, derrière les 5 rangées de fils de fer barbelés qui entouraient désormais la cité secrète, une société entière se mettait en place, vivant dans l'ombre des cheminées et sous la surveillance constante des horloges qui affichaient, en plus de l'heure, le niveau de radiation ambiant. La taïga sibérienne a définitivement cédé la place à une anomalie géographique et humaine unique au monde. Au cœur de la forêt, là où seules les tentes des prisonniers du goulag parsemaient le paysage 15 ans plus tôt, s'élève désormais une cité de béton, de briques et d'acier. Une ville de 100 000 habitants, dotée de parcs, de 3 cinémas, d'écoles, d'hôpitaux et d'un immense monument à Lénine trônant sur la place centrale. Mais pour le reste de l'Union soviétique, et pour le monde entier, cet endroit n'a aucune existence légale. C'est un fantôme de 100 000 âmes. Bienvenue à Tomsk 7, une ville dont l'ingénierie du secret est aussi complexe que celle de ses cœurs d'uranium. L'architecture de la discrétion commence par une barrière physique impitoyable. La ville n'est pas simplement entourée d'une clôture, elle est encerclée par 5 rangées consécutives de fils de fer barbelés. Ce dispositif, appelé le périmètre, n'est pas une simple limite, c'est une zone de mort technologique. Entre les clôtures, des détecteurs de mouvement, des zones de sable ratissées pour repérer la moindre empreinte et des patrouilles de l'unité VOKHR veillent 24 heures sur 24. Des miradors s'élèvent à intervalles réguliers, leurs projecteurs balayant la lisière de la forêt. Chaque route menant à cette enclave passe par un point de contrôle militaire, le KPP, où des soldats armés vérifient les identités avec une rigueur qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Au centre de la vie quotidienne de chaque habitant se trouve un document unique, le propusque ou laissez-passer interne. Ce petit carnet bleu ou rouge est plus précieux que l'or. Pour un ingénieur de Tomsk 7, oublier son propusque à la maison n'est pas un simple désagrément. C'est une crise bureaucratique majeure qui peut durer des heures, bloquant l'individu au checkpoint jusqu'à ce que son identité soit confirmée par 3 services différents.
Pour les enfants qui grandissent ici, le passage du checkpoint pour aller voir un grand-parent à Tomsk ou pour revenir de vacances est un rituel normalisé. Le monde, pour eux, se divise en deux catégories, ceux qui possèdent le propouske et ceux qui n'existent pas dans leur sphère. L'effacement cartographique est total. Tomsk 7 ne figure sur aucune carte routière soviétique. Aucun horaire de train ou de bus ne mentionne sa gare. Le recensement national ignore sa population, ses habitants étant administrativement rattachés à des districts fictifs de la ville de Tomsk. Si vous naissez à l'intérieur du périmètre, votre certificat de naissance porte une mention sibylline. Lieu de naissance, Tomsk 7. Pas de nom de rue, pas de quartier, juste un code postal. C'est une boîte aux lettres géante, le combinat chimique de Sibérie, SKHK, qui sert d'identité collective. Pourtant, cette prison dorée offre des avantages qui, dans les années 1960 et 1970, font de Tomsk 7 l'un des endroits les plus enviés de l'URSS. C'est le paradoxe de la cage de luxe stalinienne. Alors que les rayons des magasins de Moscou ou de Leningrad subissent des pénuries chroniques de viande, de fruits frais ou de vêtements de qualité, les magasins d'approvisionnement spécial de Tomsk 7 regorgent de produits de consommation. On y trouve des oranges de Cuba, des chaussures de RDA, des conserves de poissons de la Baltique et des appartements dont la qualité de construction dépasse largement les standards des Khrouchtchevka habituels. L'État soviétique a compris que pour exiger une loyauté absolue de la part des techniciens gérant des réacteurs à plutonium, il fallait leur offrir une bulle de confort matériel, une isolation psychologique totale face aux difficultés de la vie soviétique ordinaire. Mais ce confort a un prix invisible. La présence constante de l'atome. À Tomsk 7, la radioactivité n'est pas un concept abstrait, c'est une composante de l'urbanisme. Sur les places publiques, les horloges ne se contentent pas de donner l'heure et la température. Un troisième cadran affiche en permanence le niveau de rayonnement gamma ambiant. Dans les écoles, les exercices de sécurité ne concernent pas le feu, mais les alertes chimiques nucléaires. On apprend aux enfants, dès le plus jeune âge, à ajuster leur masque à gaz en moins de 15 secondes. Sous les trottoirs de la ville s'étend un réseau secondaire de galeries de services et d'abris anti-atomiques, signalés par de petits panneaux de béton sur les façades des immeubles. Techniquement, Tomsk 7 est un chef-d'œuvre d'intégration industrielle. Ce n'est pas seulement un site de réacteurs, c'est un cycle nucléaire complet, compressé dans un espace restreint. À quelques kilomètres des zones résidentielles, les usines d'enrichissement d'uranium ronronnent, suivies des usines de fabrication de combustible, des 5 réacteurs de production, I1, EI2, ADE3, ADE4, ADE5, et, enfin, de l'usine de retraitement chimique B. C'est là, dans cette usine de retraitement, que l'ingénierie devient la plus périlleuse. Les barres d'uranium hautement radioactives sorties des réacteurs sont plongées dans des bains d'acide pour extraire le précieux plutonium-239. Chaque étape génère des millions de litres de déchets liquides hautement toxiques qui doivent être gérés dans un environnement où la moindre fuite peut contaminer la rivière Tom et, par extension, tout le bassin de l'Ob jusqu'à l'Arctique. L'innovation la plus audacieuse reste cependant le système de chauffage urbain. Les réacteurs ADE, mis en service entre 1961 et 1965, sont des machines duales. Leur cœur produit du plutonium pour les têtes nucléaires des missiles SS-18, mais leur chaleur résiduelle n'est plus jetée dans la rivière. Grâce à un réseau complexe d'échangeurs thermiques, cette énergie nucléaire est transférée à un circuit d'eau secondaire qui parcourt des dizaines de kilomètres de tuyauterie isolée pour chauffer les radiateurs des 100 000 habitants. C'est une symbiose parfaite entre la machine de guerre et la survie civile. Mais en installant ce système, les ingénieurs soviétiques viennent de poser un verrou technologique dont personne, à l'époque, n'imagine la dangerosité. Ils ont rendu le réacteur nucléaire indispensable à la vie biologique de la cité. Si le réacteur s'arrête en plein hiver, la ville meurt de froid. Ce pacte de chaleur va bientôt transformer un outil militaire en une bombe à retardement diplomatique et humanitaire. Décembre 1991. Le drapeau rouge à la faucille et au marteau est descendu pour la dernière fois des flèches du Kremlin.
L'Union soviétique, ce colosse qui semblait éternel, s'effondre sous le poids de ses propres contradictions économiques. Dans la foulée, le voile se lève partiellement sur l'archipel des cités interdites. Tomsk 7 perd son nom de code et apparaît enfin sur les cartes sous l'appellation de Seversk. Mais si le régime politique a changé, les lois de la physique et de la thermodynamique, elles, restent immuables. Sous la surface de la Sibérie, les réacteurs ADE4 et ADE5 continuent de ronronner. Ils ne se soucient pas des traités diplomatiques, ils ont une mission thermique dont dépend la survie biologique de 100 000 êtres humains. Le 1er janvier 1992, le nouveau président russe, Boris Eltsine, fait une annonce fracassante à la communauté internationale. La Russie va cesser toute production de plutonium à des fins militaires d'ici l'an 2000. C'est une promesse de paix historique. Mais pour les ingénieurs du combinat chimique de Sibérie, c'est un arrêt de mort technique. Car ils sont face à un dilemme que les décideurs politiques à Moscou et Washington n'ont pas encore pleinement saisi. Un dilemme qui se résume en une question brutale. Comment éteindre une usine de bombes quand elle est aussi le seul poêle à bois d'une métropole entière en plein hiver sibérien? L'ampleur du problème technique est abyssale. Les réacteurs ADE de Seversk sont les cousins directs du réacteur de Tchernobyl. Ce sont des machines à modérateur graphite et refroidissement par eau légère. Ils partagent les mêmes vulnérabilités critiques que les ingénieurs occidentaux scrutent désormais avec effroi. L'absence de bâtiments de confinement, la structure massive en béton censée retenir les radiations en cas d'accident, l'absence de système de refroidissement d'urgence du cœur, ECCS, et surtout un coefficient de vide positif. En termes simples, si l'eau de refroidissement venait à manquer ou à bouillir, la puissance du réacteur augmenterait de façon exponentielle au lieu de s'arrêter. C'est une bombe thermique en équilibre précaire. Lorsque les premières délégations d'experts américains, mandatées par le département de l'énergie, DOE, arrivent à Seversk au milieu des années 90, elles découvrent une réalité qui dépasse leur pire scénario. Ils voient des machines vieilles de 30 ans, dont les 140 km de tubes de mesure sont usés par 3 décennies de flux radioactifs intenses. Ils observent les 2700 canaux de Doležal, dont près de 10% sont déjà obstrués par des chèvres, ces fusions d'uranium et d'aluminium devenues dures comme de la pierre. Les physiciens de Princeton, comme Frank von Hippel, et ceux de Harvard, comme Matthew Bunn, documentent l'impensable. Pour chauffer Seversk et une partie de Tomsk, les Russes sont obligés de laisser fonctionner des réacteurs dont la sécurité est jugée inacceptable par toutes les normes internationales modernes. L'option la plus évidente, l'arrêt pur et simple, est physiquement impossible. Si les réacteurs ADE4 et ADE5 s'arrêtent en janvier, alors que la température extérieure stagne à moins 40 degrés Celsius, le réseau de chaleur urbain s'effondre en quelques heures. L'eau gèle dans les canalisations, les tuyaux éclatent sous la pression de la glace, et 100 000 civils se retrouvent sans chauffage, sans eau chaude et sans électricité dans un environnement où la mort par hypothermie survient en moins d'1 heure en extérieur. Seversk deviendrait une ville fantôme gelée. Les ingénieurs proposent alors une solution de repli, la conversion du cœur. L'idée est de modifier la géométrie du combustible et l'enrichissement de l'uranium, pour que le réacteur continue de produire de la chaleur, mais cesse de transmuter l'uranium en plutonium de qualité militaire. Mais la physique s'y oppose. Pour modifier un cœur de 2700 canaux conçu spécifiquement pour la production de plutonium, il faudrait des investissements massifs, des années de tests de sécurité et une refonte totale des systèmes de contrôle. Le coût estimé explose, 1,4 milliard de dollars. La Russie d'Eltsine, en pleine banqueroute, ne peut pas payer. C'est ici qu'intervient l'une des coopérations techniques les plus étranges de l'histoire moderne. La commission Gore-Tchernomyrdine est mise en place pour résoudre cette crise. Les États-Unis, terrifiés à l'idée d'un Tchernobyl sibérien ou d'une fuite persistante de plutonium dans une Russie instable, acceptent de financer la transition énergétique d'une ville secrète ennemie. On étudie la construction de centrales à turbines à gaz. Coût estimé, 360 millions de dollars. On évalue des centrales au charbon, au fioul.
Chaque solution se heurte à la logistique sibérienne. Amener des milliers de tonnes de charbon chaque jour dans une zone fermée par 5 rangées de barbelés est un défi ferroviaire colossal. Pendant plus de 10 ans, de 1992 à 2003, les ingénieurs de Seversk vont réaliser un exploit de maintenance sans précédent. Ils vont faire durer des machines au-delà de toutes les limites de conception prévues par Dolejal. Ils apprennent à gérer la déformation du graphite sous l'effet de l'irradiation prolongée, ce qu'on appelle l'effet Wigner, qui menace de faire gonfler le bloc modérateur jusqu'à bloquer les barres de contrôle. Chaque jour est une bataille contre l'usure des matériaux, la fatigue du métal et la dégradation des isolants électriques, tout en maintenant un débit d'eau de refroidissement de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes par heure. Le triomphe de l'ingénierie à Seversk, durant cette période, ne réside pas dans une invention révolutionnaire, mais dans la résilience d'un système conçu pour la guerre, qui refuse de céder en temps de paix. Les opérateurs de la salle de contrôle, payés avec des mois de retard dans une économie en ruine, continuent de surveiller leurs écrans avec une discipline de fer, conscients que s'ils échouent, ce n'est pas seulement leur carrière qui s'arrête, mais le cœur même de leur cité qui cessera de battre. Le paradoxe de Tomsk Sept atteint son paroxysme. Le monde entier veut que ces réacteurs meurent, mais ceux qui vivent à leur ombre font tout pour les maintenir en vie. Car l'atome est leur seule protection contre le froid absolu. 5 juin 2008, Seversk, ex-Tomsk Sept. Il est précisément 11 h du matin. Dans la salle de contrôle du réacteur ADE5, l'atmosphère est saturée d'une tension électrique, presque physique. Ici, le temps semble s'être figé en 1965. Des rangées de cadrans analogiques, des boutons poussoirs en bakélite, et des milliers de voyants lumineux tapissent les murs courbes. Les opérateurs, certains blanchis sous le harnais et présents depuis 3 décennies, gardent les yeux rivés sur les moniteurs. Un silence de cathédrale règne, troublé seulement par le ronronnement des ventilations. Un ingénieur principal s'avance vers le pupitre central. Sa main hésite une fraction de seconde, puis il actionne les commandes de chute des barres de contrôle en bord. Sur les écrans, les courbes de puissance thermique s'effondrent. En quelques minutes, le dernier réacteur de production de plutonium de Russie vient de cesser de battre. C'est la fin d'une épopée technique entamée dans le sang et la glace 59 ans plus tôt. Pour en arriver à cet instant précis, il a fallu résoudre l'équation la plus complexe de la transition post-guerre froide, briser le cordon ombilical thermique entre l'atome militaire et la survie civile. La solution n'est pas venue d'une percée technologique soudaine, mais d'un effort de guerre diplomatique et industriel titanesque financé en grande partie par l'ancien ennemi. Le programme EWGPP, Elimination of Weapons Grade Plutonium Production, né des accords de 2003 entre Washington et Moscou, a injecté plus de 285 millions de dollars pour transformer le paysage énergétique de la région. L'enjeu technique était simple en énoncé, mais herculéen en pratique. Construire une infrastructure de chauffage de substitution capable de remplacer instantanément la puissance de géants nucléaires de 1600 MW. Les ingénieurs ont dû réaliser un saut technologique à rebours. Pour chauffer Seversk sans plutonium, il a fallu moderniser la centrale thermique à combustible fossile existante et construire de nouvelles capacités de combustion de charbon et de gaz. On parle de l'installation de chaudières géantes capables de brûler des milliers de tonnes de charbon sibérien par jour, avec une efficacité thermique optimisée pour limiter les pertes durant le transport sur les 15 km de canalisation isolée qui irriguent la ville. Ce projet a nécessité la pose de nouvelles conduites de vapeur haute pression de 1200 mm de diamètre, soudées avec une précision millimétrique, pour résister au cycle de gel-dégel qui avait tant torturé les bâtisseurs de 1949. Mais le véritable tour de force technique de cette ultime phase réside dans la mise en sommeil des monstres de graphite. Éteindre un réacteur comme l'ADE5 ne consiste pas à tourner une clé. Le cœur de graphite, après des décennies de bombardements neutroniques, possède une énergie latente et une radioactivité de structure colossale. Les ingénieurs ont dû concevoir des protocoles de refroidissement à long terme pour évacuer la chaleur résiduelle des produits de fission sans risquer une déformation du bloc modérateur.
Le déchargement des derniers éléments combustibles, soit des milliers de cartouches d'uranium, a été une opération de microchirurgie industrielle réalisée par des bras robotisés télécommandés, certains canaux étant tellement déformés par l'irradiation qu'ils exigeaient une force d'extraction de plusieurs tonnes. L'héritage de Tomsk 7 est un catalogue de chiffres qui défie l'entendement. En un demi-siècle, le complexe a produit assez de plutonium pour alimenter des milliers de têtes nucléaires, tout en fournissant plus de 100 milliards de kilowattheures de chaleur à une population qui, sans cela, n'aurait jamais pu survivre dans cette enclave de la taïga. Mais cet héritage est aussi environnemental. Pendant des années, l'ingénierie soviétique a utilisé une solution de gestion des déchets aussi radicale que controversée, l'injection directe. Des millions de mètres cubes de solutions radioactives liquides ont été injectés dans des horizons géologiques profonds, à plus de 400 mètres sous terre, scellés sous des couches d'argile imperméables. C'est une autre forme d'ingénierie de l'extrême, un pari sur la stabilité de la croûte terrestre pour les millénaires à venir. Aujourd'hui, Seversk reste une ville fermée, zato. Les 5 rangées de fils de fer barbelés sont toujours là. Les checkpoints militaires filtrent toujours les entrées. Mais le cœur industriel a muté. Le combinat chimique de Sibérie est devenu un centre mondial de retraitement de l'uranium et de production de combustible MOX, mélange d'oxyde. Recyclons les restes de la guerre froide pour alimenter les réacteurs civils du monde entier. C'est l'ultime ironie de l'histoire. L'usine conçue par Dolejal pour fabriquer la fin du monde est devenue l'un des piliers de la durabilité nucléaire moderne. La leçon de Tomsk 7 est gravée dans le pergélisol sibérien. Elle nous enseigne que l'ingéniosité humaine, lorsqu'elle est poussée par une pression existentielle, qu'elle soit politique, militaire ou climatique, peut accomplir l'impossible. Les ingénieurs qui ont creusé les fondations à la pioche par moins 40 degrés Celsius n'avaient pas d'ordinateur, pas de simulation 3D, seulement des règles à calcul et une volonté de faire. Ils ont bâti une cathédrale technologique qui a survécu à l'idéologie qu'il avait vu naître. Mais ils nous ont aussi laissé un avertissement. Chaque solution d'ingénierie brillante crée sa propre dépendance. En résolvant le problème de la défense nationale, ils ont créé le problème de la survie thermique. En résolvant le problème de la survie thermique, ils ont créé celui de la gestion des déchets millénaires. Le 5 juin 2008, alors que les turbines d'ADE5 s'arrêtaient définitivement, les vieux ingénieurs de Seversk n'ont pas sabré le champagne. Ils ont essuyé leurs lunettes et sont rentrés chez eux, dans ces appartements toujours chauffés, mais désormais par la vapeur du charbon. Ils savaient mieux que quiconque que le véritable génie n'est pas seulement de construire ce qui n'a jamais été fait, mais d'avoir le courage de démanteler ses propres créations lorsqu'elles ont fini de servir l'histoire. Tomsk 7 n'est plus un code secret, c'est un monument à la démesure humaine, un rappel que sous chaque kilowattheure de confort se cache souvent une bataille épique contre les éléments, le temps et l'oubli.